Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il y a eu une mauvaise nouvelle dans le monde des formules de promotion. Aujourd'hui, Amaury Cordil est de retour en Formule 2, encore. Mais en dehors de ça, on essaye de garder le sourire malgré tout. Bienvenue à ceux qui sont déjà là présents dans le chat pour ce dernier live de l'hiver. Merci beaucoup à Cyclohexane pour son 5e mois de sub consécutif. On va pas se focaliser sur Cordil quand on a Gilter champion. Ouais, c'est vrai. Après, on l'a déjà vécu ensemble. On l'a déjà vécu ensemble en live. On va en reparler évidemment, de faire un petit débrief évidemment de cette saison des Van Gilter, de nos Français notamment Formule régionale Moyen-Orient. J'en profite aussi pour remercier DHOMP 5 heures pour son prime il y a 2 jours, qui n'a pas eu les joies de le faire pendant un live. Percy, tu préfères qui entre Goethe et Cordil? Mais il y a non mais vous avez pas l'air de comprendre parce que Goethe, certes, c'est pas un pilote. Enfin voilà, c'est pas un pilote que j'apprécie, mais l'humain, je le connais pas à la rigueur. Je saurais même pas dire s'il est sympathique ou pas. Je ne le connais pas. Cordil, non seulement le pilote, je l'aime pas, mais en plus la personne à côté, c'est plus ça en fait, hein. Puisque des pilotes lents, on en a vu tous les jours. Enfin, on en voit tous les ans en F2, en F3, en F4, en karting, il y a toujours des pilotes lents. Le problème, c'est pas ça pour Amaury Cordil. Euh, non, j'ai pas vu la vidéo de Lucas par les freins avec Justy. J'ai vu le petit TikTok ou Reel Insta de Justy où il fait un Fast and Curious, c'était assez rigolo. Mais sinon, j'ai pas vu les vidéos de Lucas par les freins pour le moment. Écoutez, voilà, on va avoir d'autres choses à parler. On va pas que parler évidemment d'Amaury Cordil. On va un peu revenir évidemment sur ce qu'il se passe peut-être avec Christian Mansell également. On va parler des actualités de Théo Pourchère qui va faire ses débuts aux 24 heures du Mans. On va parler d'Enzo Peugeot qui, je crois, est présent dans le chat en train de regarder le live, puisque maintenant je vérifie maintenant qu'il regarde. Mais donc du coup voilà, Enzo Peugeot, sa signature toute récente en Freca, non pas chez Saint-Éloque comme je le pensais, mais chez RPM. Petit retournement de situation qui... Ça m'excite beaucoup pour cette future saison de Freca. J'ai de la hype pour tous nos pilotes français engagés en Freca désormais. Et puis voilà, revenir évidemment sur un peu ce qu'il s'est passé en Formule régionale Moyen-Orient, puisque au final on a fait, et voilà, Enzo il est bien là présent dans le chat, aussi revenir sur ce qui s'est passé en Formule régionale Moyen-Orient, puisqu'on a suivi les courses 1 et 2 en live, mais au final on n'a jamais pu se poser pour un peu débriefer en dehors de sur Twitter et sur Blue Sky. Donc voilà, et puis aussi parler du week-end qui arrive, vous remarquerez que sur le PowerPoint, c'est pas vraiment un circuit qui est présenté, c'est un stade. C'est un stade. Il y a la Race of Champions qui est de retour. C'est pas vraiment, c'est même pas trop des formes de promotion, mais c'est une compétition que j'adore suivre depuis très longtemps. À la- Alors que on a un sub offert par Julien Viave à Enzo Peugeot. Félicitations Enzo, tu deviens mon deuxième pilote sub après Andy Consani, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ah, peut-être que Jules, non, je ne crois pas. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi. Bon, écoutez, ce live commence sur des bonnes bases. Moi, j'apprécie. Malheureusement, je vais couper toute la hype. Voilà. Évidemment, ça a été la grosse nouvelle, voilà, la grosse mauvaise nouvelle de la semaine. Christian Mansell, 20 ans, qui a déclaré forfait mardi matin au petit réveil juste avant d'aller travailler. Bam, on apprend ça, un communiqué. Bah, normalement, voilà, c'est voilà, Christian Mansell, c'est le gars qui fait des blagues, etc. C'est le gars, le gars super sympa, ultra good vibes et tout. Là, il fait un communiqué qui fait peur, où il dit qu'il va prendre du recul sur ses activités de pilote de sport automobile. Voilà, on va pas, enfin, c'est dur de pas spéculer, voilà, mais on pense forcément à plus des nouvelles autour de sa santé, etc. Oui, Christian Mansell est connu pour être l'un des rares pilotes diabétiques de type 1, mais voilà, on espère avoir des nouvelles plus rassurantes à ce sujet, mais bon, voilà, c'est vraiment dommage puisque au-delà du fait que c'est un humain très sympathique, sa carrière prenait un tournant vraiment intéressant, hein. 5e de Formule 3, il avait explosé tous ses coéquipiers chez Hard Grand Prix.
c'est grave diabétique de type 1, bah si c'est bien contrôlé, non, enfin enfin, c'est chiant, c'est une maladie chronique et il faut vivre avec toute sa vie, mais par exemple, enfin, il y a des... voilà, Mansell a très bien vécu avec cette maladie pendant 20 ans, mais par exemple, il a notamment l'autorisation de la part de la FIA d'avoir son téléphone portable pour surveiller sa glycémie, ses taux de sucre, pendant ses courses. En tennis, on a un équivalent. Bon, c'est pas un humain très appréciable, au contraire de Mansell, mais Alexander Zverev, le numéro 2 mondial, il est aussi diabétique. Et c'est pas évident. C'est pas évident d'être sportif de haut niveau et d'avoir cette maladie. Mais voilà, c'est une maladie qu'il a depuis des années, qui est contrôlée, en tout cas à notre connaissance. Bon, voilà, on espère qu'il n'y a pas d'autres choses plus graves encore. Mais voilà, ça crée de l'inquiétude. Ça crée forcément de l'inquiétude de voir Christian Mansell. Surtout que donc c'était sa première saison en Formule 2. Il avait déjà fait un premier week-end, un ou deux premiers week-ends en F2 l'an passé, où il avait été franchement très intéressant dans une petite Trident. Et puis voilà, en plus c'était sa course locale. Enfin, c'est pas une course random, c'est sa course à la maison en Australie. Les pilotes, enfin les pilotes australiens retournent quand même assez rarement à leur domicile. Donc bon, voilà, c'est pas forcément, c'est forcément des nouvelles un peu inquiétantes et on espère en savoir plus. Mais en attendant, sa carrière est mise entre parenthèses. Et Rodin, et ça se voit que c'était pas prévu puisque Rodin n'avait pas prévu de remplaçant directement comme ça. Donc ils ont pris 2 jours pour trouver un remplaçant et malheureusement double mauvais. Enfin, c'est une catastrophe. On passe de l'un des pilotes les plus cool, les plus sympathiques, les plus voilà, à l'un des pires, voire même le pire, peut-être avec depuis Nikita Mazepin, Amaury Cordil. 78 départs, 0 podium, 2 excès de vitesse en se filmant sur l'autoroute et en ville aussi, un nombre incalculable de mineurs harcelés sur les réseaux sociaux, voilà, ce charmant personnage de 22 ans va entamer sa 4e saison de Formule 2. En vrai, ça fait chier de le dire, mais c'est logique que ça soit Cordil. Oui, alors évidemment, c'est ce que j'ai dit aussi sur Twitter. Malheureusement, Amaury Cordil rassemblait plusieurs éléments pour. Quoi? Attends. Il y a Lévis Alton 099 dans le chat qui dit Cordil a quand même dragué ma fiancée devant moi. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est. Enfin voilà, bref, Amaury Cordil dans toute sa splendeur. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Malheureusement, Amaury Cordil a plusieurs atouts dans sa manche. Déjà, son budget illimité. À partir du moment où ton sponsor principal, c'est ton nom de famille, et où il y a écrit en grand Cordil sur ta voiture, tu te doutes que t'es pas à plaindre dans la vie. Donc voilà. Il y a aussi son expérience, l'air de rien, c'est sa 4e année, il connaît ses voitures, il connaît bien ses voitures, voilà. Et aussi sa disponibilité, puisque début mars, il n'y avait pas beaucoup de pilotes qui n'avaient aucun contrat. Moi comme ça, alors évidemment j'ai dû changer mon PowerPoint là ce soir, puisque de base j'avais prévu une petite liste de candidats, j'avais déjà mis Amaury Cordil dans cette liste, puisque voilà, son expérience en F2, même s'il a 0 podium, même si c'est un pilote ultra lent, etc., et qui fait beaucoup d'erreurs, blablabla, que c'est une personne détestable, ok, mais c'est l'un des rares pilotes expérimentés qui était disponible. J'avais aussi évoqué Zach O'Sullivan, mais Zach O'Sullivan, visiblement, il n'avait pas envie de retourner en Formule 2. Je ne parle pas là de la situation avec Rodin, mais plus de manière générale, la saison de F2 l'a un peu dégoûté l'an passé, au vu un peu de la loterie au niveau des moteurs. J'avais aussi évoqué j'aurais voulu aussi évoquer Enzo Fittipaldi. Enzo Fittipaldi qui amenait de l'expérience et un peu de budget, beaucoup moins qu'Amaury Cordil, mais un peu de budget et surtout du talent. Ça aurait été vraiment un très bon niveau plancher, une bonne référence pour Alex Dunn qui débarque à côté. Et puis voilà, du coup à la place on a Amaury Cordil. Compliqué. Good afternoon to our Vice City Sportscast from Miami. Cordil, il a la même tête que Pisa. Dans les paddocks, c'est le seul pilote qui arrive à mal parler à un inconnu. Non mais enfin,
Ouais, Amaury Cordil, c'est un personnage à part. D'ailleurs, je pense, si je ne dis pas de bêtises, vous ne trouverez aucune interview de lui en dehors des communiqués de presse officiels de la F2, de Rodin et tout, machin. Il n'y a aucune interview de ce gars. How does Cordil keep getting rides? Budget, 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 and also experience. Fourth season in Formula 2 and one of the rare drivers available at this point, at this moment of the year. Donc oui, voilà, il amène énormément d'argent. Mais voilà, en fait, j'en veux déjà à Rodin, quand même, à Rodin Motorsport. J'en veux à Rodin Motorsport de recruter un pilote pareil, même si voilà, ça paraissait comme une évidence pour certains. J'en veux à Rodin, mais surtout, moi, j'en veux à la FIA de laisser ce genre de pilote. De laisser ce genre de pilote dans le paddock avec une licence, avec un permis, alors que, enfin voilà, ils font, la FIA fait des beaux trucs sur la sécurité routière, sur l'exemple, machin des pilotes, de voir que les pilotes sont sanctionnés, de voir que Adrien Fourmeau, par exemple, en rallye, est sanctionné 10 000 dollars pour avoir dit, je sais pas, shit ou fuck ou un truc comme ça. Et par contre, Amaury Cordil, pas de souci. Screwed up, screwed up, screwed up, c'est encore pire. Enfin, pour moi, c'est limite pas un gros mot. Euh, Tu l'avais prédit dans le premier tableau de prédiction. Oh, mais c'est possible en plus. C'est grave possible. Ouais. Ouais, c'est possible maintenant que tu le dis, FCV Noise. Euh, donc voilà, et à côté, bah voilà, t'as Amaury Cordil qui drague des mineurs, t'as Amaury Cordil qui se filme en faisant des excès de vitesse voilà, sur des routes limitées à 50 en roulant à 100. C'est pas des excès de vitesse en mode hé, regardez, je suis un peu un foufou, je roule à 135 sur l'autoroute. Non, vous vous en doutez, c'est rouler à 170 sur des routes limitées à 50. Hein, c'est. Voilà. Ça me désespère. Donc voilà, ce que j'ai envie d'incriminer, c'est bah, déjà Cordy, mais surtout c'est plus la FIA qui laisse passer ça. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je repense à tous les gens qui m'avaient envoyé des messages sur les réseaux sociaux quand je critiquais un petit peu la grille de Formule 2 en disant que c'était probablement l'une des pires grilles de ces dernières années de Formule 2. Et des gens me disaient ouais, mais au moins, on s'est débarrassé d'Amaury Cordil. Ouais, bah du coup, même pas. Même pas, et là, bah voilà, le fait qu'on retrouve en plus Amaury Cordil, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Je pense qu'on est peut-être sur la pire grille de la F2, peut-être avec 2019, c'est pas évident. Euh, En même temps, faut le comprendre, c'est le seul endroit où il arrive à être plus rapide que les autres. Ouais, sur la route, bah c'est sûr, ouais, c'est sûr, parce que clairement sur le circuit, c'est pas la même histoire. Bon, écoutez, voilà, malheureusement on était obligé de parler voilà, de cette situation avec Christian Mansell à Montrécordil, puisque bah, c'est le plus gros changement, voilà, la F2 et la F3 qui démarrent dans une semaine, vous en faites pas, je prépare beaucoup de contenu à ce niveau-là, ça va pas tarder à se lancer. Euh, mais, euh, mais voilà, ça m'embête parce que c'est une double mauvaise nouvelle, il n'y a rien qui va. Mansell, bah, c'est un pilote vraiment super appréciable et son remplaçant, c'est l'un des pires, voire même le pire depuis Mazepin. Voilà, c'est d'une tristesse sans nom. Mansell, je pense que c'est la fin au monoplace. Ouais, et franchement, je m'avancerai pas. Je m'avancerai pas là-dessus. Alors, on pourrait sortir des exemples franchement extrêmes, hein, comme Dean Stoneman, ancien pilote de Formule 2 qui était à deux doigts de la mort après un cancer, etc. Et qui avait rebondi, qui avait fini par faire du GP3, qui avait gagné des courses, de la Formule Renault 3 litres 5, etc. On peut, voilà, on n'a aucune information vraiment solide. Mais visiblement, voilà, Mansell va prendre du temps pour lui, du temps pour soi-même. Et voilà, on espère que ça ira mieux à ce niveau-là, quoi. Hein. Mazepin, j'ai pas le contexte, par contre, waouh, je sais pas, Mazepin, j'ai plus, enfin, j'ai pas toute la liste puisque c'était pas exactement les années où je suivais les formules de promotion, mais Mazepin, il boxait Callum Ilott, euh, il frappait des gens, il a agressé sexuellement des femmes en Russie aussi. Les liens avec son papa proche de Poutine qui finance la guerre en Russie, en Ukraine.
Bon, voilà. Et Johnny Edgar, et on l'a jamais revu. Bah non, déjà il avait fini la saison de F3 et surtout bah il se débrouille pas mal en endurance maintenant. Ouais, oui, il vit sa meilleure vie en endurance. Je suis plus trop ce qu'il fait, mais ouais, non, Johnny Edgar, il s'est bien remis. Lui, Johnny Edgar, il avait la maladie de Crohn, il l'a toujours malheureusement, mais voilà. Mais enfin, Mazepin, c'est un tout. Voilà, je saurais pas dire exactement. J'ai pas assez d'éléments concrets sur Mazepin parce que voilà, c'était pas trop mon époque, le moment où il était, disons, à son prime de choses horribles. Mais Mazepin et Cordil, c'est à peu près la même catégorie, hein, globalement. Bientôt le live des pilotes Feeder Series, que sont-ils devenus? En vrai, ça peut être une bonne série à. Bah, je pense plus à faire sur YouTube, je pense. Euh, Puisqu'il y a des profils forcément sympas. D'ailleurs, petit teasing, ça n'a rien à voir. Attendez, je vais, je vais changer là, puisque là, ça n'a rien à voir de rallier ça avec Mantil et Cordil. Mais ma prochaine interview qui sort dans le week-end, normalement, c'est sur un ancien rival de Formule 4 de Pierre Gasly, sur un ancien directeur de l'Alpine Academy et sur l'entraîneur du plus récent pilote français de Formule 1. Et voilà, c'est un que sont-ils devenus en soi, que sont-ils devenus, puisque le gars il a fini ex aequo avec Pierre Gasly en Formule 4 française. Et voilà, les trajectoires se sont séparées, mais quand même super super intéressant. J'ai adoré faire cette interview, donc voilà, ça sortira ce week-end et j'ai très hâte que vous puissiez lire ça évidemment sur feederseries.net. Allez, on passe à la suite. Une bonne nouvelle quand même, une bonne nouvelle avec Théo Pourchère qui fera ses débuts aux 24 heures du Mans. Alors, quand j'en ai parlé sur Twitter et sur Blue Sky, quand j'en ai parlé sur Twitter, il y a eu les premières réactions étaient extrêmement négatives, mais genre en mode il sait plus ce qu'il fait de sa carrière, il va s'enterrer, ça sert plus à rien, autant prendre sa retraite, etc. Je me suis dit waouh. Waouh. Alors que je suis d'accord que évidemment pour un champion de F2, voilà, moi je persiste à penser que Théo Pourchère méritait sa chance en F1. D'ailleurs, bah voilà, il méritait sa chance en F1. Tout champion de F2 mérite sa chance en F1. Mais Théo Pourchère actuellement, il est soutenu par un groupe automobile, par Peugeot évidemment, mais aussi par tout Stellantis qu'il y a derrière. Qui lui est d'une aide énorme, qui le relance complètement dans sa carrière. Donc voilà, non seulement, merci beaucoup à Romain Saillet pour le follow, non seulement ça le relance, donc il va rouler, déjà, première nouvelle, il va rouler en European Le Mans Series en LMP2, un peu à l'ombre des projecteurs, mais quand même dans un championnat ultra compétitif. Bah, c'est le meilleur championnat voilà, de LMP2, une année d'apprentissage. Il aura sa première expérience des 24 heures du Mans en plus. Il rejoint une très bonne équipe, Algarve Pro Racing, qui a récemment remporté l'Asian Le Mans Series. Et ensuite, il est réserviste de chez Peugeot en Hypercar. Il fait des tests en Formule E avec Maserati, autre marque du groupe Stellantis. Bah, on sent qu'il est intégré dans le giron, que petit à petit, voilà, on lui fait confiance progressivement. Et voilà, il a rejoint le groupe Stellantis en novembre. Il est annoncé en LMP2. Il est réserviste en WEC, en Hypercar. Il teste en Formule E. Je suis désolé, c'est le jour et la nuit comparé à il y a 6 mois. Le problème, c'est qu'avec Flucha et Kaiser, j'ai peur que la voiture soit DNF avant qu'ils prennent le volant. Alors, moi, personnellement, voilà pourquoi j'aime pas l'endurance, puisque moi, je suis un fan avant tout de pilote, et en pilote, enfin, voilà, tu peux compter que sur toi-même. Et voilà, le problème, voilà, des équipages avec 3 pilotes, bah, c'est que bah, y a 2 pilotes, voilà. Théo Pourchère est un pilote platine, Lorenzo Flucha un pilote gold, Matthias Kaiser un pilote silver. Voilà, il y a une certaine catégorisation, etc. Et évidemment, c'est Matthias Kaiser qui finance la voiture en grande partie. Lorenzo Flucha, je pense qu'il se ramène. Bon, Lorenzo Flucha, il ramène pas mal d'argent aussi. Mais voilà, les efforts, le talent de Théo Pourchère sera un peu compensé par l'inexpérience d'un Matthias Kaiser, par exemple. Mettez un poil de respect sur Kaiser, c'est un gentleman driver, mais il a un truc. Non, mais c'est pas mon. Je suis pas là pour taper sur Matthias Kaiser, je ne le connais pas. C'est un pilote liechtensteinois, ce que je trouve absolument hilarant. Mais
comment dire, voilà, moi c'est le principe d'avoir une voiture partagée avec trois pilotes. Enfin, vous imaginez par exemple, si par exemple en Freca, il y avait qu'une seule voiture pour nos Français, entre eux, et que la voiture de, bah tiens, allez, la voiture d'Enzo Peugeot, il la partageait avec Jaroslav Vesselao et Alex Sauer. Et bah Enzo Peugeot il jouerait pas les victoires malgré mais il aura beau faire tout ce qu'il veut, c'est pas, enfin voilà, les coéquipiers vont, donc ça m'embête, voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à accrocher avec l'endurance. À la rigueur, voilà, les top pilotes en hypercar, il y a moins de soucis, puisque là, ils sont tous platine, etc. C'est des pilotes de très très haut niveau, tous. Mais dans des catégories comme le LMP2, le LMP3, où il y a des gentleman drivers ou de ce genre de choses, bah moins bon délire. Mais il faut passer par là. Il faut passer par là. C'est une étape pour Théo pour apprendre et potentiellement se retrouver en hypercar avec les tout meilleurs d'ici peut-être 2026. On ne sait pas. On ne sait pas. Et moi, ce que j'espère au-delà de l'endurance, car l'endurance, bah, je regardais 24 heures du Mans, mais voilà, c'est peut-être un retour en monoplace en Formule E où bah, le groupe Stellantis s'est engagé avec deux marques, avec DS et avec Maserati. Bah, voilà, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Percy, les pilotes aux nationalités extravagantes, non mais j'adore. Liechtenstein, c'est génial. Hein. Maintenant, oui, voilà, il y a évidemment le doute voilà, sur le programme Peugeot en WEC, mais voilà, il y a d'autres options. Il y a d'autres options aussi. Et, enfin, voilà, il y a d'autres options. Il n'y a pas que l'hypercar aussi, il y a la Formule E. Moi, vraiment, je suis hypé. Évidemment, j'aurais préféré qu'actuellement il roule en IndyCar ou en Formule E, mais voilà, c'est un premier pas. Après, quasiment, je sais pas, 9 mois, après 9 mois sans rouler, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, c'est un top championnat, et voilà quoi. Ouais, Ricky Van Oppel en F1. On a déjà eu un pilote du Liechtenstein en F1, bien vu, bien vu. J'espère que Esteban Masson sera rétabli d'ici le début de saison de l'ELMS. Dommage qu'il loupe la SFL. Oui, Esteban Masson qui est toujours blessé pour je crois il avait eu un accident en essai d'après-saison de Super Formula Light et qui du coup manque le début de saison au Japon. C'est dommage. Attendez, je rattrape un peu les commentaires. C'est pire, vous êtes actifs dans le chat. J'aime bien là ce qui se passe ce soir, c'est cool. Enfin, encore plus que d'habitude, je veux dire. Je vous critique pas. Hein. Il y avait des touches avec Stellantis du temps d'Alfa Romeo Sauber? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, Alfa Romeo c'était surtout plus un sponsor qu'autre chose. Hein. Ils n'étaient pas vraiment impliqués dans le développement de la voiture ou quoi que ce soit. On oublie trop que Pourchaire est plus jeune que Lawson. Ouais, c'est vrai, hein. Pourchaire il a que 21 ans. Hein. 21 ans et être là, bah ça va, il hein. Y a rien d'infamant quoi. Il s'est blessé où? Alors je sais, j'ai pas exactement les détails puisque mais déjà il avait loupé la finale de l'Asian Le Mans Series à cause de ça, je crois. On va voir un sticker Intermarché sur sa voiture, ça serait cool, mais je crois pas. Hein. Je crois pas. Au dos, je sais pas. Pour être très honnête, je ne sais pas. J'ai pas suivi ces histoires de blessures d'Esteban Masson. Bon, écoutez, voilà. Pour moi, il y a beaucoup plus de positifs. Enfin, même pour moi, dans cette annonce, il n'y a aucun négatif. Il y a que du positif. Voilà, ça va lui offrir des opportunités pour le futur et j'ai hâte quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, voilà, moi personnellement, j'espère un retour en monoplace et voilà, j'espère que Théo Pourchard sera ma porte d'entrée pour regarder à nouveau la Formule E, puisque c'est un championnat que j'ai un peu redécouvert en début d'année, qui est vraiment franchement sympa. Euh, Nous sommes 50 et nous sommes prêts à inonder ton chat. Percy, tu ne pourras plus nous lire et grâce à ça on aura des lives de 4 heures. Je comprends tellement pas les gens comme... Ah du coup ils lisent pas tous les messages, mais genre Hydro et tout et compagnie qui ont des milliers de messages à la minute, mais je sais pas comment ils font pour suivre un peu ce qui se passe. La Formule 1 avec MrBeast, ouais, bon, la Formule 1 ils font toujours des trucs un peu bizarres avec des influenceurs, bon. Il y a aussi l'acteur de Drago Malfoy, Tom Felton aussi qui est là. C'est bon. La Formule 1 c'est aussi un délire, mais les courses, les qualifications et tout, j'ai redécouvert ça il y a pas longtemps et ça a un peu changé ma vision du championnat, pour être honnête. Donc voilà, j'espère vraiment revoir Théo Pourchaire dans ce championnat et ça fait plaisir de voir qu'il arrive à rebondir, mais ça se voit qu'il est passé par des moments franchement pas évidents. Par des moments franchement pas évidents.
Allez, on parle plus intéressant que le soporifique championnat d'IndyCar, mais enfin, je vais pas dire carrément parce que j'avoue que je n'avais aucune hype, je n'ai pas regardé la première course d'IndyCar, donc voilà. Et puis en Formule E, oui, voilà, il y a des pilotes très intéressants, style Taylor Barnard, dont j'ai parlé lors de mes dernières vidéos, notamment sur les ex-rivaux des pilotes de F1, où c'était l'un des plus grands rivaux d'Andrea Kimi Antonelli. Oui, évidemment. Moi, je n'attendais pas cette nouvelle. Donc, je savais que, je crois que Enzo m'avait dit qu'il y avait eu des discussions avec plusieurs équipes, dont RPM, mais à l'époque, ça datait en octobre. Depuis, il y avait eu des tests chez Saint-Eloc. Et visiblement, pour moi, il y a eu un élément déclencheur. C'est James Egosi. James Egosi qui avait testé tout le temps pour RPM et qui finalement, au dernier moment, s'est retrouvé en Eurocup 3 chez Palau Motorsport et qui du coup a libéré une place chez RPM. Voilà. Donc Enzo Peugeot se retrouve dans une nouvelle équipe et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Le classement Wikipédia de la saison de Freca, quand tu vois les résultats, tu te dis, bon, la saison d'Enzo Peugeot, elle est ok, mais la saison d'Enzo Peugeot a été beaucoup plus intéressante que ça. Je pense notamment, surtout voilà, les 6 premiers week-ends, voire même plus globalement dans cette saison. Il a toujours été globalement en train de jouer les points. Il y a plusieurs meetings où il a vraiment battu Théo Finael, qui avait pourtant beaucoup plus d'expérience dans la voiture, qui avait déjà roulé toute la saison au Moyen-Orient, etc. Il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, vraiment quelque chose de très intéressant. Et petit à petit, au fur et à mesure que la silly season avançait, on avait l'impression qu'Enzo Peugeot allait rester chez Saint-Eloc. Oui, enfin, alors il y a eu de multiples arrivées dans les points, il y a eu une disqualification très litigieuse en Hongrie. D'ailleurs, on n'a jamais eu le résultat de cet appel, puisque voilà, Saint-Eloc et Enzo Peugeot d'ailleurs avaient fait une course exceptionnelle en Hongrie. Il y avait une disqualification pour infraction technique et Saint-Eloc avait fait appel et on a gagné l'appel. Non. Mais du coup, attends, t'avais fait combien? Enfin, j'ai récupéré mes points. Attends, est-ce que c'est mis à jour sur Wikipédia? C'est trop drôle. Mais t'as appris ça quand? Parce que je suis quasiment sûr qu'à la fin de la saison, on le savait pas encore, hein. On le savait pas encore. Ah, c'est des bras cassés quand même, hein. C'est des bras cassés en fréca. T'es toujours affiché disqualifié, hein. T'es toujours affiché disqualifié, mais du coup, même. Ouais, Naël, enfin oui, les 3 Saint-Eloc avaient été disqualifiés ce jour-là. Parce que t'avais fait une sacrée bonne course. Attends, c'était là quand tu fais P6. Parce que j'avais 5, je crois. Je dois faire P12 ou P11. Attends, mais c'est quelle course où tu fais la défense de fou malade sur James Wharton toute l'année? euh... Ils l'ont pas mis sur le classement général, non, pas mis à jour, je dois faire. Ah, intéressant. Intéressant. Bon, faudra réétudier ça. L'Africa, ils font des pubs pour des NFT en ce moment, je crois qu'ils ont été hackés, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, j'espère. J'espère qu'ils ont été hackés. C'est ça sur Wharton quand je me fais disqualifier. Mais oui, voilà. Vettel Spin qui manque son heure de gloire. Mais je pense fort à Vettel Spin qui est peut-être sur le live mais qui ne parle pas, je ne sais pas. Mais oui, non, mais évidemment, c'était une course exceptionnelle. On ajoute à ça la qualification de Spa-Francorchamps où il fait meilleur temps de son groupe. Et voilà, il y a eu des performances franchement très intéressantes. Mais voilà, moi j'avais peur que on reste une année de plus chez Saint-Eloc et que ça change pas grand chose comparé à l'an passé, alors que ça serait forcément mieux qu'une P15 finale, surtout que je pense que la saison 2025 de Freca sera moins relevée que la saison précédente. Mais voilà, j'avais un peu peur d'une petite stagnation. Ouais, voilà, j'avais peur d'une stagnation tout simplement. Et là, on passe chez RPM. RPM qui a fait 6ème avec Noah Stromsted, qui a été champion rookie, qui a fait un nombre incalculable de podiums. Euh, voilà, je trouve ça franchement très intéressant. Découvrir aussi une nouvelle façon de travailler. Enzo Peugeot a toujours travaillé, en tout cas, je parle en monoplace, avec des équipes françaises, avec la FFSA Academy, puis Saint-Eloc. Là, voilà, ça va être dans une équipe italienne dans les faits, mais avec un patron irlandais aussi, Keith Donegan. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis surtout, voilà, RPM nous a montré que il pouvait avoir de très bonnes. Il pouvait être extrêmement rapide. Peugeot est largement meilleur que Stromsted avec la même voiture, il va rouler sur le championnat. Alors,
Je vois qu'il y a des gens encore plus optimistes que moi. On fera une preview de la saison de Freka en temps voulu, mais ça commence assez tard, ça commence en mai si je dis pas de bêtises. Euh, là, tout à coup, là, je me dis, hey, on peut avoir, en vrai, on peut avoir 3 Français dans le top 5 au championnat. J'ai pas peur de le dire. Voilà, j'ai des risques d'être déçu, évidemment, mais si tout le monde performe comme prévu, avec les performances des voitures, etc., selon comment je les imagine, si c'est à peu près similaire que l'an passé, voilà, moi je mets, je sais pas, je mets Slater champion, parce que pour moi, Prema a toujours un avantage assez important. Euh, Evan, au vu de ce qu'il nous a fait, on va en reparler, mais Evan, je suis obligé de le mettre deuxième. Et puis après, je sais pas, moi je pourrais, Peugeot, Deligny, en fait, ouais, 5 peut-être Bedrin chez Saint-Éloque, je sais pas. Je sais pas trop. Euh, Attends, les 3 Français, Peugeot, Naël, Gilter, Panael, attends, lequel en F3? Ouais, il y a trop de commentaires qui se font entrechoquer là, Julien, va falloir que tu reprécises ton propos là. Mais voilà, enfin, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Au vu de ces temps, je pensais que Pain était encore en F4. Il y en a, vous êtes là pour abattre, hein. Vous êtes là pour abattre. Donc voilà, moi j'ai vraiment, enfin pour moi ça peut complètement relancer peut-être en vue de la F3, en vue d'une montée en Formule 3. Et voilà, avec RPM il y a des possibilités de se montrer vraiment très très fort. Voilà, j'espère des petites victoires pour Enzo. Je pense que Enzo espérera aussi des petites victoires. Et je remercie Saki Sakirumba pour son 5e prime consécutif. Vous êtes beaucoup à faire un 5e mois de prime. Qu'est-ce que j'ai foutu il y a 6 mois pour que personne s'abonne? J'avais peut-être fait une petite pause, je ne sais pas. En tout cas, voilà, très hâte de voir ce que ça va donner. On va avoir une saison de Freka très excitante pour tous nos pilotes français. Et voilà, Enzo Peugeot ne devrait pas être vraiment embêté par ses coéquipiers. Euh, voilà, Enzo Ye, Giovanni Mascio, normalement ça devrait jouer assez derrière. Pour l'instant, voilà, quand on voit les pilotes annoncés en Freka, c'est plus faible que l'an passé, et c'est pour ça que voilà, je me dis, voilà, au vu des performances d'Enzo, au vu des performances de l'équipe, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. D'après Italia Racing, KIC devrait se retirer. Oui, oui, a priori, ça serait pas franchement étonnant. Je sais pas trop ce qu'il foutait là depuis quelques années déjà. Et non, je n'ai pas d'informations. C'est ça le plus inquiétant, hein, mais je n'ai pas d'informations sur les sièges de CL Motorsport G4 Racing. Euh, voilà, je sais pas ce qui va se passer, mais voilà, CL Motorsport qui avait annoncé Zachary David. Pour moi, de ce que j'avais compris selon mes informations, c'était pas signé. Ça a été annoncé partout comme quoi il faisait la saison de Freka, mais pour moi, c'est pas signé. Euh, alors Colnaghi, oui, il devrait faire quelques manches. Il devrait faire quelques manches avec eux, mais pas la saison complète normalement. G4 Racing, c'est pas l'écurie où Pram avait roulé? Oui, 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 oui. Zachary David, il est en Super Formula Light. En effet, il est d'ailleurs en Super Formula Light ce week-end. Mais justement, il a été annoncé un peu partout en Freka. Mais pour moi, il fait les essais de pré-saison, mais il n'y a rien de signé pour la Freka. Merci beaucoup à Cryzix. Ah, ça c'est un pseudo que je reconnais des Open Lobby d'Hydro, moi. Bah écoute, bienvenue à toi. Euh, Bon écoutez, donc voilà, excellente nouvelle pour Enzo, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs RPM qui continue sa tradition d'accueillir des pilotes français, Pierre-Louis Chauvet, Owen Tangavelou, Matteo Capietto. Et ouais, bah, j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça va donner. G4, on est sûr qu'il reste, bah chaque année il parle de vendre depuis des années, donc je ne sais pas. Edgar, oh wow. Ouais, Edgar Pierre, ouais, je l'avais oublié, mais ouais. J'avais complètement oublié Edgar Pierre, mais oui, c'est vrai. Je vais espérer pour Enzo qu'il ait des meilleures performances qu'Edgar Pierre, qui a été quand même battu par Giovanni Maschio. Non, pour moi, voilà, les performances de Pierre-Louis Chauvet, qui avait fait plusieurs podiums, euh, sont plus intéressantes. Sont plus intéressantes. Massimo Capietto, j'en attendais un petit peu plus sur cette saison quand qu'il a fait avec RPM, où il a fait qu'un seul podium et fini 8ème. J'en attendais un petit peu plus, mais c'était pas mal quand même. Mais voilà. Écoutez, on va passer à la suite avec
le débrief finalement de ce week-end de ce championnat de Formule régionale Moyen-Orient. Euh, Donc ouais, non, pour un peu développer G4, pour G4, on n'est pas du tout sûr qu'il reste, hein. Chaque année, ils parlent de vendre, mais le truc, c'est que c'est pas le bon moment pour vendre, même si MP Motorsport a réussi à vendre, car on change de réglementation en FRECA en 2026. D'ailleurs, en FRECA qui changera de nom, probablement, vu que Alpine partira, normalement. C'est pas évident de vendre à ce moment-là. RPM d'ailleurs, le team principal, une histoire de malade, oui, oui, Kit Donegan, ancien pilote. Bon voilà, Formule régionale Moyen-Orient, évidemment, il fait plaisir ce classement, car dès le mois de février, nous avons déjà un champion français. Il n'y avait eu aucun champion français de toute l'année 2024, et là, bam, dès le mois de février, dès le 27 février, on a eu notre premier champion français de la saison, Evan Gilter, qui s'est imposé avec 36 points d'avance sur l'imbattable battu Freddy Slater. Attends, je viens de voir, il a 27 ans. Bah oui, Donegan, il a 27 ans, il est jeune, hein. Il est jeune. Il était pilote il y a encore quelques années, hein. Voilà, Gilter qui s'impose avec 36 points d'avance sur Slater qui marchait jusque-là dans les pas, dans la trajectoire de Andrea Kimi Antonelli. Et on pensait que c'était le gars qui allait jamais être battu. Et finalement, bah voilà, il est battu dès la Formule régionale Moyen-Orient. Donc petit, léger coup d'arrêt sur la hype Freddy Slater qui aura peut-être été un petit peu irrégulier. Je pense notamment sur le milieu de saison là. En fait pour moi il a vraiment perdu le week-end sur ce deuxième week-end là, puisque les autres week-ends ça se neutralisait plus ou moins. Ça se neutralisait plus ou moins. Hugo Gochoukou qui finit troisième, franchement pas loin du tout de Freddy Slater, même à une suspension près. On se rappelle de son abandon alors qu'il menait la course à Yas Marina. À une suspension près, Hugo Gochoukou était vice-champion. Brando Badoer, quatrième, qui a eu une fin de saison franchement compliquée. Enzo Dellini, qui est très 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 bien remonté après un début de saison franchement laborieux, qui finit à une jolie cinquième place. Rachid Altaïri, le futur, le jeune pilote Mercedes, qui s'est fait remarquer par ses manœuvres immondes tout le week-end de Losail, et même avant. Septième, Théophile Naël, premier pilote à temps partiel, on va dire, qui n'a fait que 3 week-ends sur 5 et qui finit quand même septième au championnat. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Naël qui fait septième en ratant 6 courses, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Mais même au-delà du classement pur du championnat, on se rappelle, il était plutôt troisième, quatrième hein, à un certain moment. Mathématiquement, il aurait peut-être pu, il pouvait complètement jouer le titre. Canatoli ensuite sur la deuxième ART. On a ensuite Ernesto Rivera, le pilote junior Red Bull, qui finit 9ème après une pénalité après course de Jin Nakamura, qui finit donc 10ème. On a ensuite Nikita Bedrin, qui aura été absolument sensationnel sur le week-end de Losail. Autant il avait été extrêmement discret sur le week-end de Yas Marina, mais là l'ancien pilote F3 a tout explosé. Mais genre il avait des pneus fantastiques. Il avait des pneus fantastiques, une gestion fantastique, et donc il finit 11ème avec seulement 2 week-ends, avec tous les points marqués sur les 3 courses de Losail. C'est un triple podium, c'est quand même assez exceptionnel. Taito Kato qui finit seulement 12ème. Petite déception moi de mon côté, surtout que le début de saison avait été vraiment très intéressant. Il n'était pas si loin d'Evan Gilter au début, au final il finit derrière Canatoli. On a ensuite Jack Beaton. Vraiment d'ailleurs, on n'en a pas parlé de la dernière course du championnat qui n'a pas été diffusée, qui était le vendredi matin à 8h30. Ça avait l'air d'être un bordel sans nom, hein. Encore une fois, les pneus et tout, machin. Jack Beaton, parti, je crois, 5ème ou quelque chose comme ça, s'est imposé largement après une saison très anonyme. Il l'a gagné, on ne sait pas d'où ça sort. Akshay Bora, Rese Carrasquedo, Iuya Makoshi, Reza Siorutun, Aaron Cameron, Matteo De Palo, Rui Killiu, Aditya Kulkarni, Kai Darianani, Giovanni Maschio et même Alex Sauer qui a marqué un point. Donc 24 pilotes ont marqué des points sur cette saison de Formule régionale Moyen-Orient. Les points étaient ouverts au top 12, on le rappelle. Ensuite, plus loin dans le classement, malheureusement, on retrouve Dorian Pain, 29ème avec ses 2 week-ends de course. Qui avait la voiture de Reza Siorutun, on le rappelle, et c'est ça qui fait le plus mal. C'est pas encore annoncé Rachid, non, mais d'ailleurs, mais Gwen Lagrue l'a annoncé déjà chez Hydro, justement, chez Hydro, sur le podcast Cool Room, il a annoncé les recrutements
d'Aldaeri, de Noah Stromsted et notamment de trois Français, Andy Consani, on en a parlé très longuement, Mani Nuvolini et Julien Monlor. Mais Rachid Aldaeri, oui, qui finit sixième. Heureusement derrière Enzo Dellini, ça s'est pas joué à grand chose, mais voilà, Enzo Dellini a fait un très bon dernier week-end. Vesselao devant Pain, vous êtes tous là pour abattre, hein. Vous êtes tous là pour abattre la pauvre Dorian. Voilà, on va espérer que c'était juste de la préparation, de l'entraînement, etc. Qu'elle n'était pas à 100%, mais bon. Et voilà, pour moi, malheureusement, je suis forcé d'un peu descendre du train Dorian Pain. Déjà, voilà, la saison 2024 était extrêmement compliquée, et puis là, voilà, j'ai beaucoup de mal. Tu trouves toujours des excuses pour elle? Bah non, bah là, justement, j'ai du mal à en trouver là, puisque voilà, Reza Siurutoun avait la même voiture et voilà. Alors qu'il aurait pu annoncer Evan Gilter, mais ouais, mais oui, ça aurait été génial, ça aurait été génial. Mais peut-être que ça viendra. Mais enfin, forcément, le gars il vient de battre Freddy Slater, il a battu l'imbattable. Pour moi, voilà, au bout d'un moment, ça va arriver, ça va arriver. Faut juste continuer comme ça et voilà. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat. Voilà, évidemment, c'est l'homme de ce championnat. Pour moi, je vais pas dire, enfin voilà, pour moi, presque quoi qu'il arrive, sa saison 2025, elle est déjà réussie. Il succède à Tuka Taponen, pas n'importe qui, l'air de rien, voilà, qu'on annonce un peu partout comme un crack, là aussi. Et au-delà aussi des perfs d'Evan dont on a parlé un peu chaque week-end déjà, aussi énorme félicitations à Hard Grand Prix. Rappelez-vous où était Hard Grand Prix encore en 2023, ils étaient au fond du trou, ils étaient 8e du championnat équipe en Freca. Ils ont bien relevé la tête, je crois qu'ils ont fini 3e ou 4e ou quelque chose comme ça en Freca. Et puis là, ils découvrent le championnat, ils dominent. Et honnêtement, les trois voitures étaient constamment au rendez-vous. Contrairement à Prema, qui avait souvent Slater, Aldaeri et c'est tout, ou RS qui a eu un début de saison un peu compliqué, qui a un peu sorti la tête de l'eau, ART c'était génial. ART c'était génial. Voilà. Donc Dorian, est-ce que Dorian devrait retourner en endurance? On va voir ce que ça va donner cette année. Mais pour moi, si elle se bat pas minimum pour des points régulièrement en Freca, il n'y a aucun intérêt à rester en monoplace. Mais donc, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Mais voilà, cette mise en bouche qui était la Formule régionale Moyen-Orient pour elle n'est pas très prometteuse, on va dire. Donc voilà, énorme félicitations à Evan Gilter, énorme félicitations à Hard Grand Prix. Evan qui, pour la petite anecdote, a donc 33 points de super licence. Il lui suffit d'un top 5, d'un top 5 en Freca pour sécuriser sa super licence. Voilà, on va pas dire... Enfin, voilà, il est tout proche des 40 points de super licence, Evan. À seulement 18 ans, voilà, c'est extrêmement chouette. Enfin, juste ultra mérité, saison top, pas d'erreur, propre, voilà, enfin, est toujours là en qualification, etc. Sur les courses principales, dans les batailles, il fait les dépassements qu'il faut. Rien à redire, rien à redire. On a touché, on a touché au plus que parfait là pour moi pour Evan sur cette année. Il faut juste continuer comme ça en Freca, même si voilà, moi je persiste à penser que Slater, Prema, la combinaison, ça sera dur à battre en Freca. Enzo Dellini, pour moi, il y a de très très belles promesses. D'ailleurs, on en parle de la... Alors, j'ai compris le message de FCB Noah 7, oui, Abby Pooling, on n'en a pas parlé, mais Abby Pooling qui perd son soutien de l'Alpine Academy après son titre en F1 Academy. Ça montre bien que Alpine et toutes les équipes de F1 n'en ont rien à faire de la F1 Academy et qu'ils sont juste forcés de prendre des pilotes féminines et qu'il n'y a aucun projet sportif derrière, en dehors de chez Mercedes. Voilà, alors qu'en plus d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, Abby Pooling a eu des performances plutôt intéressantes sur les premières journées de test en GB3. Elle faisait top 5, etc. C'est pas mal pour des débuts, c'est franchement pas mal pour des débuts. Donc Abby Pooling, ça peut être à suivre hein, vraiment en GB3. Voilà. Elle n'a pas perdu, c'est elle qui est partie. Oui, enfin bon. C'est une question de communication, une question de mots, de formulation, etc.
voilà, la finalité c'est que Alpine Academy, Alpine a fait le ménage dans son académie et d'ailleurs a fait un plus bel hommage à Abby Pulling qu'à Esteban Ocon ou Victor Martins qui ont quand même amené beaucoup plus de succès à l'équipe sur ces dernières années. Donc bon, voilà, Alpine Academy, c'est le... Voilà. Je ne m'étendrai pas plus beaucoup que ça sur le sujet. Alors, donc voilà, pour en revenir à Enzo Dellini, finalement 5ème, rappelez-vous enfin, le début de saison avait été franchement compliqué. Au final, il a une victoire, en plus une très belle victoire en course 2, où il partait 6ème, il remonte, il fait les dépassements, il gère bien les pneus, etc. C'était voilà, il y a eu une très belle montée en puissance depuis, sur tout le mois de février. Et maintenant voilà, c'est un pilote qui va arriver plus en confiance sur la saison de Freca. Et voilà, maintenant je suis un peu plus confiant comparé à ce que j'ai pu être fin janvier sur ce que fera Enzo Dellini cette fois en Freca avec Air Race. Voilà, j'espère là encore top 5 podium. Voilà, ça peut faire de très belles choses. De toute façon, là il faut passer un cap. Il faut passer un cap, il faut montrer que Red Bull a fait une erreur en le virant. Et voilà, ce que j'ai vu en février, ça m'a beaucoup plus rassuré contrairement au mois de janvier qui avait été vraiment très laborieux. Et puis même, enfin, vis-à-vis de ses coéquipiers, il a pris un peu plus de distance face à ses coéquipiers, Nakamura et Shaibora. Il s'est rapproché aussi d'Ugo Chukwu qui a beaucoup plus d'expérience que lui. Voilà, c'est bien, c'est positif vraiment. Aussi un petit mot sur la F4 Moyen-Orient. T'as pas remarqué que depuis qu'Enzo a quitté le Red Bull Junior Team, il met en valeur ses origines chinoises beaucoup plus? Enfin, je sais pas, puisque ça fait pas beaucoup de sens, puisque je sais que Helmut Marko il voulait pousser Enzo à prendre la licence chinoise, donc pour moi ça fait pas beaucoup de sens. Pour moi, c'est peut-être juste une coïncidence, hein, mais voilà, la F4 Moyen-Orient, Emanuele Olivieri qui aurait été absolument sensationnel, quasiment sur le podium de toutes les courses. Waouh. Et titre de RS Grand Prix, RS Grand Prix qui décroche son premier titre en Formule 4. Alex Powell, son coéquipier qui est vice-champion. Alors, c'est dur de dire que c'est une claque, mais Alex Powell est à sa 2e saison de F4, Olivieri aussi, mais Alex Powell et pilote junior Mercedes, il a un énorme palmarès en karting. Bah voilà, malheureusement, enfin, il a quand même été battu. Il a été battu par Olivieri et ça, voilà, on va voir comment il va digérer ça en vue de la F4 italienne. Mais là, Olivieri, il a fait une très forte impression. On a ensuite Kin Nakamura Berta, le meilleur des non-RAce, hein, en quelque sorte. C'est rare d'utiliser cette formulation, mais voilà, Nakamura Berta. On a ensuite Thomas Stolzermanis, Francot, Anna, Weldon, Sébastien Weldon seulement 7ème. Moi j'espérais un peu plus pour le fils de Dan Weldon, surtout que voilà, cette grille de F4 Moyen-Orient n'était pas spécialement relevée, donc le voir faire que 7ème, j'aurais espéré mieux. Olivieri avait passé sa première saison dans un tracteur, il avait roulé chez AKM, donc l'une des pires équipes, oui. Clairement, ça doit lui faire du bien de rouler dans une voiture compétente. En descendant un petit peu plus bas, on retrouve Zen Ruishi, le pilote chinois, voilà, comme j'aime bien l'appeler, le Lance Stroll chinois, 9ème. On a Alexander Bondarev, le jeune pilote Williams, qui est seulement 12ème. Ça a été, et voilà, ça confirme des débuts en monoplace qui ont l'air vraiment extrêmement compliqués pour ce crack du karting, en tout cas celui qui fut considéré comme un crack du karting à un moment. Voilà, ça devient... il avait déjà fait des débuts assez mitigés, voire même décevants en F4 italienne en cours de saison dernière. Là, bon, il commence à avoir voilà, une vingtaine de départs en F4. Ça commence à galérer, ça commence vraiment à galérer. Donc voilà pour les pilotes les plus pertinents à relever dans ce classement. Mais en tout cas, Olivieri, ça va être vraiment à suivre de très près sur cette année de F4. Moi, j'avais envie de parler. Il n'est pas allé dans une F4 Bondarev, il est trop lourd, trop large. Ouais. C'est marrant que AKM soit une écurie de MERDE alors que le patron est le père d'un crack générationnel. Ouais, je pense que de ce que j'ai compris, aussi, le papa justement, il est beaucoup plus focalisé sur la carrière du fiston. Et c'est logique en quelque sorte. Enfin, évidemment,
Évidemment, Andrea Kimi Antonelli est beaucoup plus voilà, entre en Formule 1 avec Mercedes, etc. Il aura une voiture peut-être capable de jouer les victoires, au moins les podiums. Voilà, évidemment, quand t'es papa, ça paraît logique que tu sois plus focus sur la carrière de ton fiston plutôt que de te battre pour les points difficilement en F4 italienne. Bah, je lui en veux pas trop, quoi. Je lui en veux pas trop. D'ailleurs, Andrea Kimi Antonelli, alors il avait énormément roulé en test avec AKM, mais il avait fait ses débuts chez Prema en fait. Voilà, j'avais envie de faire cette petite diapo. Voilà, c'est le dernier week-end de l'hiver. Là, c'est la véritable saison de Formule 2, Formule 3, etc. commence vraiment en mars. Enfin, en mars. Oui, le week-end prochain, le week-end suivant, dans une dizaine de jours. Quelles sont vos attentes pour les Bleus, nos pilotes français en Formule 2, en Formule 3, en Formule régionale? Bon, en F4, je sais pas, voilà. Quel est le pilote que vous attendez le plus en Formule 4, en sachant qu'on aura des pilotes engagés aussi beaucoup en F4 française évidemment, aussi quelques-uns en F4 italienne. Voilà, mettez un petit peu vos attentes, les attentes que vous avez. Moi, j'ai mis à peu près mes attentes ici, mais on peut évidemment en discuter. Pour moi, Victor Martins, enfin, on en reparlera quand on fera la preview de la saison de Formule 2. Martins, pour moi, c'est obligé de faire champion. Même le simple fait de dire, ouais, Martins qui se bat pour le titre, le truc, c'est qu'il est dans sa 3e année. Et dans sa 3e année, pour moi, je persiste à le penser, c'est le gars le plus. C'était l'un des gars les plus talentueux de la grille de F2 l'an passé, même avec Berman, Antonelli, Hadjar, etc. Pour moi, voilà, il a un talent exceptionnel. Un talent exceptionnel et il faut qu'il soit champion. Je sais pas sur quoi ça déboucherait derrière, par contre. Il peut totalement se retrouver dans la même situation que Théo Pourchaire. D'ailleurs, il n'a plus de lien avec Alpine actuellement. Donc, c'est même pas si sûr qu'il puisse rebondir chez Alpine en WEC, comme je l'espérais à un certain moment. Martins qui est en Australie pour la Race of Champions, on va en parler un petit peu plus tard. Est-ce un mal? Bah, Alpine en WEC, c'est mieux que Peugeot déjà. Hein. C'est mieux que Peugeot. Et puis il avait fait de très très bons temps hein, lors du rookie test en WEC en hypercar. Il avait été chez Alpine et ça avait été vraiment très 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 intéressant. Alors, Mektounif qui entre plus régulièrement dans le top 10 en fin de saison. Le truc, en fait, pour moi, Mektounif, il y a deux soucis. Déjà, c'est son irrégularité. Il est capable du meilleur comme du pire. Du meilleur, bah voilà, il est capable de concurrencer Antonelli sur certaines courses, de faire 2 victoires en Formule 3 et d'être l'un des seuls pilotes à gagner 2 fois avec Arvin Lindblad. Et dans le même temps, il est capable de faire des P15, des P20, et voilà. Et surtout, en plus de ça, pour moi, il y a le facteur Trident. Le facteur Trident, qui est l'une des pires équipes en Formule 2. J'ai du mal à être très 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 optimiste pour Samy, voilà, en espérant quand même des petits podiums, notamment sur des courses à grille inversée, j'espère. En étant plus affilié avec une équipe, est-ce que Martins peut s'ouvrir plus de portes? Ouah, c'est une façon très, très langue de bois de dire ça. Oui, je m'ouvre plus de portes. C'est le fait de ne pas être dans une académie pour dire je m'ouvre plus de portes, c'est la réflexion qu'ont les pilotes comme Freddy Slater. D'ailleurs, Freddy Slater le dit très bien. Euh, il ne veut pas, enfin il veut pas d'académie pour le moment. Il veut se laisser le choix, blablabla. Ça, c'est pour les pilotes qui peuvent se le permettre. Pour les pilotes qui sont vraiment richement soutenus financièrement. Alors certes, Victor Martin, c'est un sponsor très intéressant avec Corum l'épargne, mais est-ce que c'est un sponsor qui peut lui permettre d'aller partout où il veuille? Bah, je sais pas non plus. Enfin, je sais pas. J'ai pas assez d'informations sur le sujet. Mais voilà, après, puisque en soi, s'il était resté dans l'Alpine Academy cette année, honnêtement, qu'est-ce que ça aurait changé? Il n'y aurait pas eu de place pour lui en Formule 1. Bon. Attends, n'importe où autre que chez Alpine, tu ouvres plus de portes, je pense. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Après, je sais pas, moi j'aurais bien aimé qu'il soit directement dès cette année en fait dans le projet Alpine en WEC, qu'il fasse déjà partie de l'équipe, au moins qu'il soit réserviste, qu'il fasse peut-être quelques courses quand des titulaires sont engagés ailleurs, etc. J'aurais bien aimé ça quoi. J'aurais bien aimé quelque chose comme ça. Là, bon bah il reste en F2.
Pour moi, vous savez ce que j'en pense, faire une troisième année de F2, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, mais on verra. Peut-être que je me trompe et j'espère que je me tromperai. Mais voilà, pour moi, il aurait pu partir en endurance dès cette année. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. J'ai le sentiment qu'il va perdre une année. Pour Justy, j'ai vu. Attends, il y a quelqu'un qui a dit Justy top 8, Naël top 10. Ouais, Naël top 10, enfin, je sais pas. Moi, Van Amersfoort Racing m'a un petit peu inquiété sur les essais. Même s'il était. Même s'il avait l'air le plus rapide des Van Amersfoort, j'ai du mal à dire top 10. Hein. J'ai du mal à dire top 10. Justy top 8, pourquoi pas. Pourquoi pas. Gilter et Peugeot champion. Genre les deux en même temps. Mais voilà, voilà, pour moi, Gilter doit faire vice-champion ou minimum podium au championnat. Et puis Deligny Peugeot, pour moi, il faut minimum top 5. Hein. Il faut minimum top 5 pour eux, voire plutôt top 3. Il faut plutôt top 3. Voilà, pour moi, il y a Slater qui va rester devant. Et, euh, et, et pour moi, voilà, en dehors de Slater, Gilter, Deligny, Peugeot, j'ai du mal à voir quel autre pilote. C'est peut-être extrêmement présomptueux, extrêmement franco-centré, etc. Mais moi j'ai le sentiment que voilà, nos Français peuvent potentiellement faire 1, 2, 3, 4, enfin 2, 3, 4 ou voilà, être tous dans le top 4. Et puisque voilà, dans le top 5, je sais pas, qui tu mets, qui on met d'autres, je sais pas, Nikita Bedrin ou je sais pas, peut-être Taito Kato, Kanatoli, je sais pas. Il y a aucun nom qui sort vraiment, qui ressort vraiment pour moi, mais bon, on verra. Ouais, Bedrin, pourquoi pas, Bedrin. Pain, qui peut battre Veselao ou Maschio, c'est ambitieux. 40 meilleur des Campos, bah pour l'instant ça paraît plutôt bien parti, même si attention quand on va y avoir notamment Ernesto Rivera qui va arriver après sa saison de Formule Régionale Moyen-Orient. Mais déjà, ce serait bien, oui, 40 qu'il soit le leader de chez Campos. Et ouais, pour Billard des top 10 réguliers, ah oui, Lisa Billard en F4 française, moi aussi j'aimerais bien. J'aimerais bien. Elle est dans le rythme. Elle est dans le rythme pour ça. Pour l'instant, des toutes premières infos que j'ai pu récolter, elle est dans le rythme pour se battre pour les points régulièrement. Maintenant, voilà, ça reste à confirmer. Hein. J'ai eu les chronos que d'une seule journée de test. Ensuite, il va falloir confirmer ça sur la saison qui démarrera. Ensuite, puis après voilà, en F4 il y a plein de pilotes super intéressants que j'ai très très hâte de voir. Roussel, enfin Jules Roussel qui redouble, Arthur Dorisson aussi qui doit vraiment passer un cap, Alexandre Munoz, Lisa Billard, Louis Iglesias, Andy Consani. Voilà, Andrea Dup, on va en reparler un petit peu plus tard avec la Formula Winter Series qui a lieu ce week-end. Il y a des bonnes surprises pour les tests de F4 France. Bah, honnêtement, avant de m'avancer, je vais surtout attendre d'être sur place puisque je serai sur place pour la dernière journée de test au circuit Bugatti au Mans. Et c'est généralement là où je récolte un peu les informations, les impressions et que je me lâche à quelques pronostics en tout cas. En F4 France, quand même, on a un pilote qui est musicien de base. C'est qui? Qu'est-ce que tu racontes? Musicien de base, là comme ça, je sais pas trop. Attends, Billard qui va faire 9ème en F4 France pour sa première saison, histoire de suivre les traces d'un certain Français. Qui? Isaac? Non, Isaac, il avait pas fait 9ème, hein, Isaac. Non, je suis pas sûr de voir. Attends, avec qui tu fais la ref? Ouais, ou est-ce que c'est Isaac? Pour moi, il avait fait plutôt 8ème ou 7ème, hein, Isaac. Attends, 9ème de F4 France? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, Jason Chen, c'est un musicien. D'accord, et bien écoute, j'ignorais cette petite anecdote. Mais en tout cas, voilà, en F4, je vais pas me lancer sur des attentes et tout. Bon, déjà parce que c'est des gamins de 15 ans. Donc, mais voilà, il y a ces pilotes-là, surtout Roussel, Dorisson, Munoz, Billard, Iglesias, Consani. J'ai vraiment très très hâte. Très très hâte de voir ce que ça va donner. Et à combien de personnes j'ai raconté des fake news? Bah, je sais pas, tu me mets le doute là du coup. Attends, 2019, French F4. Puisque déjà il est vice-champion junior, Isaac. Il est 7ème, hein. Qu'est-ce que t'as fumé? Qu'est-ce que t'as fumé, hein, il est 7ème, hein, Isaac. Il finit avec 118 points. Derrière, enfin c'est marrant parce qu'à l'époque du coup Isaac il était pas du tout prêt encore physiquement et tout. Mais Isaac il finit 7ème. Derrière notamment, attention, tenez-vous bien.
Tenez-vous bien. Alors déjà, c'est Adrien David qui est champion. On a ensuite... Attendez, bah, je vous partage ça. Je vous partage ça puisque c'est rigolo. Adrien David qui est champion devant Rechad de Gerus. Rechad de Gerus qui est passé épisodiquement par la Formule 3. Nicky Hayes. Nicky Hayes, je crois qu'il a complètement disparu des radars par contre. C'est dommage puisque... Ouais, il a disparu des radars. C'est vraiment dommage. Victor Bernier. Victor Bernier qui roule actuellement en Porsche Super Cup notamment. Gillian Orion qui s'épanouit actuellement, enfin qui est l'une des étoiles montantes de l'endurance. Enzo Valente, lui, je pense qu'il a complètement arrêté le sport auto. Et donc Isaac qui est 7ème. Voilà. Parmi les pilotes derrière, il n'y en a aucun qui a laissé une trace très marquante en sport auto, je crois. Voilà, il y a Sami Mektounif qui faisait ses débuts. Ren Sato, Vladislav Lomko, Esteban Masson qui commençait à faire ses débuts aussi. Bon, bah encore mieux, Biard qui fait 7ème, que demander de plus. Ouais. Rechad de Gerus, oui, il est réunionnais. C'était le premier pilote réunionnais de l'histoire de la F3, pour la petite anecdote. Il y avait Sami sur une manche. Il avait roulé en 2021. Ouais, Rechad de Gerus avait fait la F3 en 2021 avec Charouz. Palmarès, il avait fait un meilleur tour en course. Au Castellet en plus, je crois, en France. Écoutez, bon voilà, pour un peu clore ce petit chapitre voilà, sur nos pilotes français, de toute façon, ne vous en faites pas, on va se concentrer un peu plus sur nos pilotes de F2, F3 dans les prochains jours avec beaucoup de vidéos YouTube et de live qui arrivent. J'étais obligé d'en parler. Désolé de ne pas avoir retenu le classement de Hadjar sur un classement de F4 il y a 6 ans. Je ne sais pas si je vais pouvoir te le pardonner malheureusement. La Race of Champions, ce n'est pas des formules de promotion. Je sais qu'on ne devrait pas forcément en parler. Mais... Enfin voilà, moi je suis hype, j'adore cette compétition voilà, qui ramène des pilotes des 4 coins du monde, de tous les championnats différents. Donc on va pas en parler très longtemps, mais voilà, évidemment, raison de plus pour en parler, mon excuse, c'est que Victor Martins y est engagé, notre pilote de Formule 2, qui est déjà présent sur place en Australie, à Sydney, pour concourir dès demain pour l'équipe de France, où il fera équipe avec Sébastien Loeb. C'est extrêmement drôle d'ailleurs, petit fun fact, Sébastien Loeb et Victor Martins, c'est deux gars qui n'auraient jamais dû être pilotes, enfin, qui auraient pu représenter l'équipe de France de gymnastique. C'est deux gymnastes et qui se retrouvent en sport auto. C'est quoi la Race of Champions? Alors la Race of Champions, c'est un événement qui se déroule à peu près tous les ans, qui réunit des champions, des pilotes du monde entier de différentes disciplines. Par exemple, bon alors, vu qu'on est en Australie, il y a beaucoup de pilotes de V8 Supercars, qui est un championnat australien, mais on a des pilotes de rallye raid comme Sébastien Loeb, on a des anciens pilotes de Formule 1 comme Sébastien Vettel, Valtteri Bottas et Kiko Kovalainen, on a des anciens champions du monde de rallye, bon, comme Sébastien Loeb, comme Peter Solberg, on a aussi voilà, du David Coulthard, on a des gens du NASCAR comme Kurt Busch, on a des pilotes plus jeunes aussi, style Mick Schumacher, style voilà, Victor Martins qui est en Formule 2. On a aussi un autre pilote des formules de promotion qui est là avec Louis Sharp, pilote à suivre de très près en Formule 3. Voilà, et ils se trouvent et ils sont en concurrence sur des voitures. Voilà, enfin, la piste ressemble à ça. Mick Schumacher jeune. Ah bah c'est pas le papa, hein, enfin le papa avait habitude de faire équipe avec Vettel, et d'ailleurs cette relation d'ailleurs entre Schumacher et Vettel, elle vient en partie de la Race of Champions aussi. Ils ont papa Schumacher et Vettel ont remporté un nombre incalculable de Coupes des Nations, puisqu'il y a deux compétitions. Il y a la Coupe des Nations qui se déroule vendredi demain à 9h30 et samedi la compétition individuelle pour gagner le titre de champion des champions. Et voilà, tous ces pilotes se combattent sur la piste, sur un stade, où ils doivent faire 2 fois le tour du stade, etc. Avec des voitures très atypiques, genre des KTM X-Bow ou des, je sais pas, ça change un peu selon les années, selon les conditions de piste aussi, puisque il y a 2 ans c'était sous la neige.
en Suède. Là, c'est dans un stade en Australie. Mais voilà, des KTM X-Bow, des Volkswagen, des Audi R8 ou des choses comme ça. Notamment, voilà, moi je m'en rappelle, comme souvenir d'enfant que j'ai dans ma mémoire, c'est Romain Grosjean qui avait été sacré champion des champions en 2012. Voilà, on a toujours des résultats un peu surprenants, mais ça m'avait fait vraiment plaisir à moi qui n'avais que 12 ans à l'époque. Donc Victor Martins qui va rejoindre cette tradition de pilotes français qui font cette course des champions. On avait aussi eu Pierre Gasly qui avait fait une édition il y a quelques années, et Esteban Ocon qui avait été demi-finaliste il y a quelques temps. Voilà, c'est très très sympa de voir des jeunes pilotes faire ça. Romain avait écrasé la concurrence en 2012, il avait été phénoménal, hein. Je crois qu'il avait battu Christensen en finale. Déjà, ça pose ça là, hein. Voilà. Romain Grosjean avait battu Tom Christensen. Et avant ça, je crois qu'il avait battu ou soit Vettel, ou soit Michael Schumacher. Je sais plus lequel. Mais enfin, ouais, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que Victor Martins va donner. Donc, à l'occasion de la Coupe des Nations, il fera équipe avec Sébastien Loeb. Voilà, Victor Martins et Sébastien Loeb dans la même équipe, c'est trop drôle. Enfin, c'est des générations complètement. Enfin, Sébastien Loeb, attends, c'était quoi Je crois que Sébastien Loeb faisait son premier podium en WRC quand Victor Martins naissait. Ouais, Nico Mix 01, t'es un peu hors sujet, hein. Yuri Vips, il n'est pas à la Race of Champions, hein. Donc voilà, petit fun fact, d'ailleurs l'équipe de France n'a plus gagné depuis 2004 et déjà Sébastien Loeb à l'époque, mais surtout Sébastien Loeb il faisait équipe avec Jean Alesi, ça montre la longévité de Sébastien Loeb et voilà, c'était une autre époque. Et voilà, en plus de Victor Martins, évidemment, en tant que fan de Formule de promotion, on va suivre Louis Sharp, puisque pour moi, c'est un pilote dont on va entendre beaucoup parler en Formule 3 cette année, qui nous est formé en Angleterre. Imagine l'Espagne avec Alonso et Pepe Parti. Bah ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus d'équipes différentes. Qu'il y ait plus d'équipes différentes. Il y a un moment, enfin pendant pas mal d'années d'ailleurs, ça se déroulait aux îles Canaries, à Grande Canaria. Mais voilà, depuis quelques temps, voilà, ça a changé. Maintenant, c'est plutôt dans des stades. Donc voilà, là, ça sera à Sydney en Australie. Voilà, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Voici d'ailleurs le petit tirage au sort. Donc on voit que Sébastien Loeb en qualité de vainqueur, alors pas de champion en titre, mais de champion de l'édition précédente encore avant, vu que le champion en titre malheureusement a dû déclarer forfait, Mathias Ekström. Sébastien Loeb est directement en quart de finale, tout comme le finaliste de l'an passé, Mick Schumacher. Et donc, on a Victor Martins qui devra se dépaître de Will Brown, champion de V8 Supercars et, petit fun fact avec les formules de promotion, vainqueur du Grand Prix de Nouvelle-Zélande, face à Arvid Lindblad en formule régionale Océanie, etc. Et aussi, Victor Martins devra affronter David Coulthard, multiple vainqueur en Grand Prix dans les années 90 et 2000. Voilà, ça donne, enfin voilà, j'adore, voilà, c'est Victor Martins face à Coulthard pour potentiellement un quart de finale face à Schumacher. Voilà, parmi où est Louis Sharp? Louis Sharp est dans le même groupe que Sébastien Vettel. Voilà, on aura l'équipe de France qui devra affronter la Finlande, donc qui devra affronter notamment Heikki Kovalainen et Valtteri Bottas. Il y aura des duels Victor Martins, Valtteri Bottas. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bon, bref, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et en plus, ça commence dès demain. Donc, la Coupe des Nations se déroule demain à 9h30. De ce que j'ai compris, ça devrait être diffusé sur Canal+. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur le site de la Course des Champions. Ça devrait être diffusé sur les antennes du groupe Canal. Et le samedi, c'est la compétition individuelle avec Loeb et Martins. Samedi à 9h30, là aussi. Écoutez, on va finir très rapidement aussi sur deux championnats hivernaux. Alors, j'ai présenté, je crois que le titre YouTube de la vidéo, ça va être preview du dernier week-end de l'hiver, et je crois que j'ai mis ça aussi sur Twitch, etc. Mais on va en parler que quelques minutes seulement. Il y a deux formules de promotion hivernale qui
qui vont avoir leur finale ce week-end. La Formula Winter Series d'abord à Barcelone, avec notamment notre Français toujours engagé Andrea Dup chez AS Motorsport, qui a eu des bons essais d'ailleurs, des bons essais aujourd'hui où il a fait P6 et P5 et P6, donc avoir peut-être des premiers points pour notre Français toujours engagé chez AS Motorsport, l'équipe slovène. Andrea Dup qui d'ailleurs sort d'un gros week-end quand même, P11, P13, P12. Voilà, à voir ce que ça peut donner. C'était un week-end assez chaotique, hein, avec beaucoup d'incidents avec les limites de piste, Andrea qui n'a pas été aidé par un problème moteur visiblement, voilà, et malgré ça, ouais, il partait dernier. Oui, il partait dernier à cause de ses problèmes moteurs, et il a fait de très belles remontées. Il a su surtout éviter le chaos. Et remonter de son côté. Normalement, visiblement, Gabriel Gomez devrait remporter le titre, lui qui a été sur le podium à toutes les courses. Moi, des pilotes qui m'intéressent plus, c'est notamment Fionn McLaughlin qui sort de 2 victoires consécutives sur une piste sous la pluie à Motorland Aragon. Fionn McLaughlin qui devrait être champion rookie assez largement. Et on a aussi Leo Robinson, le pilote algérien, beaucoup plus à l'aise sur le sec que sur le mouillé. Voilà, il y a plusieurs pilotes intéressants dans ce championnat. On a aussi des pilotes féminines, notamment Nina Gadman et Emily Coty qui fera ses débuts dans ce championnat ce week-end, qui rouleront toutes les deux chez Hightech. Voilà, Hightech c'est l'équipe dominante. Enfin, l'une des équipes dominantes avec McLaughlin et Robinson, donc Nina Gadman est seulement 14e, Thomas Berman, frère d'Oli Berman, est 11e. Bon voilà, c'est un petit peu compliqué, mais quand même des bons points pour les pilotes féminines, pour cette pilote féminine engagée dans ce championnat. On a aussi la finale de l'Eurocup 4 Spanish Winter Championship, qui est la série hivernale de la F4 espagnole, où on devrait avoir a priori, visiblement une grosse bataille pour le titre avec un pilote belge engagé. Alors certes, j'ai un peu, on a parlé d'un pilote belge un peu plus tôt durant le live, qui était Amaury Cordil. J'ai pas été très courtois avec lui pour de très bonnes raisons. Là par contre, amis belges, si vous êtes sur Twitch, sur YouTube, là par contre vous avez un talent beaucoup plus intéressant vraiment, avec Thomas Strauven qui est en tête du championnat après un énorme week-end tout simplement à Portimao. Cette fois ce sera sur le week-end sur le circuit de Navarra. Il joue le titre face à son coéquipier Jan Przezirovski. Attention aussi au rookie Vivek Kantan qui est le rookie le plus intéressant de ce plateau pour le moment. Puis voilà, il y a aussi d'autres pilotes à suivre, style René Lammers, style Christopher Alfegali, qui est un jeune pilote de Red Bull de chez DriveX, des pilotes qui ont été plus discrets mais qui ont pas mal de hype derrière eux, comme Niklas Schaufler, jeune pilote Red Bull lui aussi. Bon, Yannis Stevenedens, notre ancien vice-champion de F4 France en titre, qui a des débuts compliqués avec cette nouvelle voiture de F4. Pour être très honnête, je ne sais pas quelle est sa motivation à continuer à rouler en F4 cette année, mais il est là, et il avait fait un podium d'ailleurs à Portimao avant de recevoir une pénalité et de le déclasser au 8e rang, c'est dommage. Et on a aussi deux pilotes français qui roulent sous licence grecque, enfin deux pilotes franco-grecs, les frères Carras, qui n'ont pas encore marqué de points pour le moment. Écoutez, je vous laisse avec ces horaires, les horaires donc de la Race of Champions, la Coupe des Nations demain dès 9h30 et la compétition individuelle le samedi à 9h30. Il y a aussi voilà, tous les horaires pour la Formula Winter Series, pour l'Eurocup 4 Spanish Winter Championship. Mais surtout, moi, je vais vous donner rendez-vous très rapidement, car la semaine qui arrive, c'est semaine de Formule 2 et de Formule 3, et de F1 bien évidemment, et il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. En avant-première, je vais vous passer les liens pour faire vos pronostics pour les saisons 2025 de F3 et de F2, et on débriefera tous ces pronostics en live évidemment. Le planning sortira je crois dimanche matin de tous les lives que je ferai. Donc voici le lien pour la saison de Formule 3.
Voilà, pronostic F3 et pronostic F2. Pronostic F2 que j'ai évidemment dû mettre à jour au dernier moment, après le désistement de Christian Mansell. À Vettelspin, malheureusement, t'arrives tard. De toute façon, quand tu vois qu'il y a marqué horaire dans le chat, c'est que t'arrives assez tard. Donc voilà, vous avez le lien des pronostics F3 et F2 pour... voilà, moi je ferai mes pronostics de mon côté. Je me spoil pas vos pronostics. Voici le lien, je le repartagerai demain soir sur Twitter et sur Blue Sky notamment. Mais vous faites vos pronostics de votre côté. Moi, en live, je ferai les pronostics aussi. Et ensuite, on analysera vos pronostics pour voir à quel point on est en accord ou en désaccord ou pas. Et puis voilà, ça va être sympa. En attendant, voilà, vous avez ces pronostics. Faites-en ce que vous voulez. Essayez de répondre sérieusement. Hein, enfin, mettez ce que vous pensez vraiment. J'ai envie de dire, voilà, si c'est pour dire que Amaury Cordil va être champion, soyez un petit peu, voilà, pensez ce que vous pensez voir arriver. Ouais, t'as manqué, malheureusement, Vettelspin, t'arrives tard, hein, parce que t'as manqué Enzo Peugeot qui était dans le chat. En plus, j'ai bien saucé Enzo Peugeot, hein, puisque vraiment, je suis beaucoup plus hype. Je suis beaucoup plus hype que s'il était resté chez Saint-Éloque. J'ai absolument rien contre Saint-Éloque. En plus, Saint-Éloque, c'est une équipe que j'apprécie tout particulièrement, mais voilà, ça donne un second souffle, ça donne, voilà, ça donne un second souffle et beaucoup d'excitation au vu des performances de RPM l'an passé et même les années précédentes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Enzo. Enzo Peugeot qui a gagné 6 places au championnat en une soirée d'ailleurs. Ouais, bah oui, il faut. Enfin, ouais, non, mais c'est dingue. C'est dingue. Va falloir que je mette à jour le Wikipédia ou quelque chose comme ça. Mais donc, du coup, Enzo Peugeot a gagné son appel et finit beaucoup plus haut dans le championnat. C'est dingue. C'est dingue. Bon, ça va être à surveiller. Je suis 600 fois plus hype que pour Saint-Élope. Bah, moi aussi. Moi aussi. J'ai vraiment hâte. Puis RPM, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Il est devant Deligny du coup. Waouh. Après Deligny, ouais, c'était une fin de saison compliquée. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Moi, je vais faire les petits calculs aussi pour voir ce que ça donne. J'ai bien aimé ce moment. Percy parle de Enzo Peugeot enters the chat. Il était déjà là. Il me surveillait. Il me surveillait. Le projet Saint-Éloque est fini en monoplace, c'est une info ou c'est... Bah après, le projet Saint-Éloque reposait beaucoup autour de Théophile Naël et ça va pas être évident de trouver un second souffle en fait, hein. Voilà, c'était l'équipe stéphanoise, autour du pilote stéphanois, etc. Quelle va être la suite? Ça va être intéressant parce que c'est vrai que pour l'instant les premiers noms annoncés un peu partout, on a plus le sentiment que c'est des rentrées d'argent. Voilà, pas pour Nikita Bedrin qui est vraiment un pilote compétent et qui a pas beaucoup d'argent, mais voilà, Jaroslav Vesselao, Tim Gerhardt en Freca, en Eurocup 3, on a Lorenzo Castillo, Gareth Berry, c'est un pilote que j'apprécie bien, pas beaucoup de budget, mais bon, voilà, j'espère qu'on aura des nouvelles plus rassurantes du côté de Saint-Éloque et des pilotes plus intéressants aussi, hein, à ce niveau-là. Bedrin pas en F3, ouais, bah, ouais, c'est dommage. C'est dommage, mauvaise nationalité malheureusement, qui lui a fait perdre tous ses sponsors, mais pour moi c'est même un gars je l'avais dit lors de précédentes prédictions où on prédisait la grille F2, F3, mais pour moi c'est un gars qui aurait mérité d'être en F2 cette année face à comment dire, bah, pour remplacer Taylor Barnard justement. Saint-Éloque met beaucoup de monoplaces en vente. Après, c'est normal de mettre en vente les monoplaces de Freca, vu que les Freca vont changer de voiture en 2026. C'est pas si étonnant de mettre des Freca en vente, hein. Les frères Carras en Freca, ouais, la hype est modérée, on va dire. Bon, écoutez, on va se quitter. Merci beaucoup. Il y a des Eurocup 3 en vente. Ah, ça c'est plus mauvais signe. C'est plus mauvais signe. Après aussi, l'Eurocup 3 qui pourrait... tu vas me dire, je trouve des excuses à tout, mais l'Eurocup 3 pourrait aussi changer de voiture pour passer à la Dallara 324 utilisant l'Euroformula. Mais bon, on verra. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. C'était super cool pour un live où pourtant,
Il n'y a pas eu beaucoup de grosses infos. Bon, on a pas mal parlé de Mansell, Cordil, Pourchaire, Peugeot, etc. Bon, au final, il y a quand même pas mal de choses à dire. C'était très chouette. En attendant, moi, je vous dis à très 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 bientôt. On va avoir une semaine de fou furieux. Le prochain live, je pense, est prévu lundi 18h30 pour la preview de Formule 3 tous ensemble. On va faire une tier list des pilotes de F3 et voir vos pronostics et voir les miens aussi évidemment. Et avant ça, dès dimanche, on aura la preview F3 sur YouTube. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end, une très bonne course des champions. Et sur ce, à très bientôt. Bye bye.